Bonsoir. Eh bien, c'est l'heure. Nous allons commencer cette séance de la M3C Académie qui est consacrée aux anévrismes et dilatations de l'aorte ascendante. Donc, juste pour vous rappeler les différents segments de l'aorte, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est donc de la partie qui comprend la racine aortique avec les sinus de Valsalva, la jonction sinotubulaire et l'aorte ascendante jusqu'au tronc artériel brachiocéphalique. Donc, c'est la première partie de l'aorte qui est la plus proche de la valve aortique. On ne parlera pas aujourd'hui des problèmes de la valve aortique en eux-mêmes, mais éventuellement de leur relation qu'ils peuvent avoir avec les dilatations, les différents types de dilatation de l'aorte. On parlera aussi de la jonction sinotubulaire, en particulier dans la prise en charge chirurgicale, et puis de la partie tubulaire de l'aorte et éventuellement de la relation qu'elle peut avoir avec l'arche aortique et des problèmes chirurgicaux que ça posera. Voilà le sujet. Donc, le sujet, c'est celui des anévrismes et dilatations de la racine de l'aorte et de leur prise en charge médicale et chirurgicale dans différents contextes. Et on évoquera donc les différentes morphologies de ces anomalies. Bien sûr, la prévention du risque qui est celui de la dissection aortique. Et vous le verrez, je pense essentiellement dans le topo d'Yves Dulac, les relations qu'il peut y avoir entre les anomalies de la paroi elle-même, la géométrie de l'arche aortique dans son ensemble et les facteurs hémodynamiques qui contribuent à la dynamique de la dilatation de la racine de l'aorte. Donc, on a choisi bien sûr un nombre de sujets limité sur cette thématique. Le premier sera fait par Yves Dulac de Toulouse, qui coordonne le centre de référence de la maladie de Marfan et des maladies apparentées, et qui va vous parler de ce sujet-là précisément. J'enchaînerai après avec les dilatations de l'aorte ascendante dans d'autres contextes que ce contexte de maladies génétiques et aussi dans les malformations cardiaques congénitales. Et puis Olivier Reski terminera avec les techniques chirurgicales, en particulier les indications et les méthodes dans cette problématique. Voilà, donc je vais laisser la parole tout de suite à Yves pour ce sujet et le sujet de la maladie de Marfan. Donc, merci beaucoup Yves d'être avec nous et je te laisse la parole pour une trentaine de minutes. Bon, bonjour, Yves Dulac. Donc, effectivement, je vais parler de l'aorte ascendante dans le syndrome de Marfan et dans les syndromes apparentés. On verra que ce qu'on appelle syndrome apparenté a tendance à s'élargir un peu. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les anévrismes de l'aorte thoracique ou les dissections de l'aorte ascendante sont des événements cardiovasculaires sévères, responsables de 1 à 2% des décès dans nos pays. Et des progrès importants ont été faits dans la compréhension de la physiopathologie, dans la prise en charge, dans le pronostic. Et ces progrès ont été en partie réalisés grâce aux études menées à partir du syndrome de Marfan, qui est une véritable maladie héréditaire modèle pour les anévrismes de l'aorte thoracique et les dissections aortiques. On peut dire que c'est une maladie modèle parce que c'est une des maladies mendéliennes la plus fréquente. Elle représenterait environ 5% des causes finalement d'anévrisme, dissection de l'aorte, mais 50% des dissections de l'aorte avant 40 ans. Des critères diagnostiques consensuels permettent d'uniformiser les pratiques. Le suivi longitudinal et la prévention du risque sont actuellement efficaces puisqu'on estime qu'on a gagné plus de 30 ans d'espérance de vie chez ces patients. Pourtant, l'analyse des pièces opératoires d'anévrisme de l'aorte ascendante était réputée d'une grande monotonie phénotypique, permettant très peu d'identifier la cause de l'aortopathie sous-jacente. L'aspect constamment retrouvé, c'est une nécrose ou une dégénérescence kystique de la média, avec une fragmentation des fibres et des lames élastiques, une accumulation de substances mucoïdes, et une apoptose ou une raréfaction des cellules musculaires lisses. Il existe toutefois des subtiles différences dans des proportions respectives de ces constituants en fonction des différentes pathologies, mais qui en pratique clinique ne nous servent pas beaucoup. La majorité des patients avec syndrome de Marfan ont une mutation
du gène FBN1 qui code pour une protéine de la matrice extracellulaire, la fibrilline de type 1, un constituant majeur des microfibrilles qui assure un soutien structurel de l'aorte notamment. Et dans un premier temps, on a finalement accusé ce défaut comme principal responsable de la faiblesse de la paroi aortique, puis l'observation d'une augmentation de la signalisation du TGF-bêta dans les tissus de souris et de humains marfans a fait considérer le TGF-bêta comme le coupable, le méchant responsable de cette atteinte aortique, et des stratégies pour contrer finalement le TGF-bêta ont été mises en place, en particulier chez la souris, avec des résultats spectaculaires, puisqu'on arrivait avec des anticorps ou avec de fortes doses de losartan à normaliser la paroi aortique. Mais malheureusement, chez l'homme, ça ne marche pas. Et donc, probablement, tout mettre sur le compte de l'activation du TGF-bêta était peut-être trop simpliste. Et donc, aujourd'hui, on évoque plutôt le fait que l'intégrité de l'aorte est maintenue par un réseau complexe et dynamique de signaux mécaniques et biochimiques, et une altération de la mécanobiologie serait le principal responsable des aortopathies. Les variants génétiques, comme la mutation FBN1 qui cause ces aortopathies, affectent la capacité des cellules musculaires lisses qui vont évoluer d'un phénotype contractile à un phénotype sécrétoire, un phénotype protéolytique, avec sécrétion de métalloprotéinases qui vont conduire à un remodelage finalement inadapté de la matrice extracellulaire, avec une défaillance mécanique potentielle de la paroi aortique et donc la dilatation aortique ou la dissection aortique. Il s'agit notamment de mutations qui vont interférer avec la transduction du signal de la matrice extracellulaire vers les cellules musculaires lisses, vers le cytosquelette actine-myosine par le biais d'intégrine, et celle qui altère, donc on revient quand même à la voie de signalisation du TGF-bêta. Donc, dans le syndrome de Marfan, par exemple, l'altération des propriétés mécaniques des microfibrilles conduisent à une altération du signal de mécanotransduction et l'initiation de mécanismes de réponse cellulaire inadaptés qui dégradent la matrice extracellulaire. Depuis la découverte de la mutation FBN1 en 1991, de très nombreux gènes, enfin très nombreux, au moins 40, enfin sur les puces actuelles, on a une cinquantaine de gènes qui ont été identifiés, qui codent, qui peuvent être classés en fonction finalement des voies moléculaires qui sont affectées. Un premier groupe de gènes code pour des composants de la matrice extracellulaire, des gènes de prédisposition pour les trames de la fibre élastique dans fibrilline de type 1 ou collagénique, collagène de type 3 pour les glaires dans l'os vasculaire. Le deuxième groupe identifié code pour les gènes de la voie du TGF-bêta, donc qui ont permis de dépister les syndromes de LES10 notamment, donc TGF-bêta R1, R2, SMAD2, SMAD3, TGF-bêta2, bêta3. Il en manque HIPO8 par exemple, qui est un des derniers décrits. Et enfin, le troisième groupe est constitué de gènes qui codent pour des constituants de l'appareil contractile des cellules musculaires lisses, impliqués dans la mécanotransduction du signal. En particulier, le premier d'entre eux, c'est MYH11, qui a été décrit en particulier avec la persistance du canal artériel. Une meilleure compréhension, alors il y a sans doute d'autres voies, hein. Il y a la voie Notch par exemple, il y a la voie des bicuspidies non syndromiques, il y a d'autres gènes qu'on ne sait pas bien où classer. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas intervenir directement sur ces voies de signalisation qui permettraient d'avoir des thérapeutiques spécifiques, et on en reste à des thérapeutiques qui vont agir sur l'aspect mécanique finalement, avec les bêta-bloquants ou les artons, pour réduire le stress mécanique sur la paroi des vaisseaux. Alors, de façon plus simple, plus clinique, le syndrome de Marfan a une définition nosologique qui maintenant date de plus de 10 ans et qui tourne beaucoup autour de la névrisme aortique, de la dilatation de l'aorte. On mesure l'aorte sur une coupe parasternale long-axe du bord d'attaque au bord d'attaque en télédiastole,
et on se réfère à des valeurs en Z-score en fonction de l'âge et de la surface corporelle, plutôt l'étape de Campense chez l'adulte et l'étape de Mathieu Gauthier jusqu'à 18 ans, pour permettre de définir une dilatation aortique, donc un Z-score supérieur à +2. Et dans la définition donc, du syndrome de Marfan, s'il n'y a pas d'histoire familiale, il faut avoir une dilatation de l'aorte supérieure à +2, enfin Z-score supérieur à +2, et une mutation FBN1 ou une luxation du cristallin, ou un score systémique à +7. Donc le score systémique, c'est l'ensemble de ces signes avec lesquels on va donner deux points, par exemple le signe du pouce, le signe du poignet, le cumul des deux, ça fait 2 points. La scoliose, le pneumothorax, le pied plat, le prolapsus mitral aussi donne 1 point. En présence d'une histoire familiale, il suffit d'avoir une dilatation de l'aorte ou une ectopie du cristallin ou un score systémique supérieur à +7. Chez l'enfant, on parle plutôt de Z-score supérieur à +3 parce qu'un Z-score à +2, on sait que dans l'enfance, on peut retrouver des valeurs normales, mais si on a les autres signes associés, c'est quand même assez évocateur et on va aller vers la génétique assez facilement. La difficulté chez l'enfant, c'est qu'il y a une grande variabilité du phénotype, que les signes squelettiques en particulier, scoliose, pectus, ne sont pas très spécifiques, existent dans la population d'enfants ou d'adolescents, sans avoir d'autres signes associés. Par exemple, si on fait des tests génétiques chez des enfants qui ont un pectus, une scoliose, on va trouver très peu de mutations probablement et ce n'est pas indiqué. Et d'autre part, ces signes sont évolutifs avec le temps, contrairement à l'ectopie du cristallin ou la dilatation aortique, qui sont souvent observés précocement. Cliniquement, à côté du syndrome de Marfan typique, on a décrit plus récemment, même si ça fait déjà une quinzaine d'années, les syndromes de LUS10, puisque maintenant il y a plusieurs mutations retrouvées, TGF-bêta R1, R2, mais aussi TGF-bêta 1, 2 et SMAD3, qui ont comme caractéristique d'avoir des signes communs avec le syndrome de Marfan. Dans 20% des cas, on a des signes, on a un score systémique supérieur à +7, mais on n'a pas de luxation du cristallin. On a des signes faciaux, notamment un hypertellorisme, une luette bifide, parfois une fente palatine. On a des signes cutanés. On a facilement une peau translucide, un peu comme dans les lèvres dans l'os vasculaire. Et puis, bien sûr, on a des signes aortiques souvent plus féroces, plus finalement sévères que dans le syndrome de Marfan, avec des tortuosités aortiques, des anévrismes aortiques assez précoces, des tortuosités vasculaires avec des anévrismes périphériques, y compris au niveau cérébral ou abdominal, des ruptures utérines, donc des formes parfois plus agressives sur le plan vasculaire. La mutation SMAD3, décrite depuis une dizaine d'années, fait partie des syndromes de LUS10, étiqueté en tout cas syndrome de LUS10 de type 3, avec les mêmes particularités, mais s'associe une ostéoarthrite ou ostéochondrite précoce au niveau des genoux, au niveau de la colonne vertébrale, et associé aussi des anévrismes aortiques ou des anévrismes des artères cérébrales, des tortuosités, mais sans doute avec des formes moins sévères que dans le syndrome de LUS10 de type 1 ou 2. À côté, on teste maintenant, quand on fait des puces, on testait il y a une quinzaine d'années essentiellement FBN1, puis ensuite les premiers gènes du syndrome de LUS10. On teste aujourd'hui sur les puces une cinquantaine de gènes, et donc ça peut être bon d'orienter le généticien. Et on sait que un Marfan typique avec dilatation aortique et luxation du cristallin, c'est une mutation FBN1, mais un Marfan type squelettique, ça peut être d'autres mutations comme l'OX, comme les SMAD3, TGF-bêta R1, R2. Les anomalies de la peau, ça peut être des pathologies type dans l'os vasculaire, comme la rupture utérine. Ce qui est intéressant, la persistance du canal artériel a été décrite dans un certain nombre de pathologies apparentés avec anévrisme aortique, comme les mutations ACTA2, MYH11, les syndromes de LUS10, et puis dernièrement HYPO8, qui est aussi une mutation sur la voie du TGF-bêta, associée avec une mutation de l'importine et une dérégulation du système immunitaire. Des CIA, décrites aussi dans HYPO8 et dans les syndromes de LUS10,
et des bicuspidias aortiques également décrites dans les aorthopathies héréditaires qu'on vient de décrire, y compris ACTA2, MAT2A, de façon plus fréquente que dans la population générale. Puis enfin, on a des formes non syndromiques, c'est-à-dire des patients qui n'ont absolument aucun signe de syndrome de Marfan ou de syndrome de Loeys-Dietz. Et quand on teste des patients jeunes, là c'était un PHRC avec des patients de moins de 45 ans, ou des formes familiales non syndromiques, on trouve des mutations significatives ou probablement significatives, et des variants de classe inconnue dans 20 à 30% des cas. Et quand on regarde les variants concernés, on trouve SMAD3 ou FBN1, ou d'autres variants des aorthopathies héréditaires. Et donc, en fait, on a une continuité entre les formes syndromiques et non syndromiques. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un anévrisme de l'aorte, mais on n'a aucun signe en faveur d'un syndrome de Marfan qu'il ne faut pas aller faire une enquête familiale et génétique, parce qu'on peut retrouver donc, ce type de mutation pathogène. Alors, en termes de pronostic, c'est vrai que de faire des diagnostics précis, ça aide à finalement préciser le pronostic, puisque quand on voit ces quatre pathologies, j'aurais pu rajouter Turner et l'air dans l'os vasculaire, finalement, on a des événements qui surviennent de façon plus ou moins sévère et plus ou moins tard dans la vie. Par exemple, le syndrome de Marfan, on a, comme le syndrome de Loeys-Dietz, dans le syndrome de Loeys-Dietz, en tout cas, on a des arthropathies, des anévrismes, des événements surtout, la nécessité de chirurgie aortique, voire de survenue de dissection aortique qui surviennent relativement précocement, y compris dans l'enfance. Dans le syndrome de Marfan, on a aussi un pic chez l'adulte jeune de nécessité de gestes sur l'aorte ascendante, alors que dans la bicuspidie aortique, c'est quand même nettement plus tardif, comme sans doute dans les aorthopathies non syndromiques. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que dans le syndrome de Marfan et le syndrome de Loeys-Dietz, on a 2 fois plus finalement de chirurgie élective que de dissection aortique, plus dans le syndrome de Loeys-Dietz que dans le syndrome de Marfan. Mais dans la bicuspidie aortique, on a 7 fois plus de chirurgie élective que de dissection aortique. On a nettement moins de dissections aortiques et elles sont plus tardives, alors que dans les aorthopathies héréditaires non syndromiques, on a pratiquement autant de chirurgie élective que de dissection aortique, preuve que ces pathologies-là, qui sont pourtant, c'est ma première diapositive tout à l'heure, sont plus fréquentes que les pathologies syndromiques et donc sont probablement sous-diagnostiquées. Chez l'enfant avec syndrome de Marfan, on trouve des dilatations aortiques dans les 2 tiers des cas et significatives avec des scores supérieurs à +3 dans 1 tiers des cas. Il y a peu d'événements, mais il y en a quand même. Sur une étude qu'on avait conduite avec Sébastien Asquette, on avait moins de 10%, 8% d'événements chez le jeune de moins de 18 ans, 2% à moins de 15 ans, essentiellement des chirurgies prophylactiques aortiques qui étaient nécessaires dans l'enfance et rarement des dissections aortiques qui apparaissent plutôt vers l'âge de 15 ans. Et ce qu'on pouvait dire, c'est que chez les jeunes avec des scores supérieurs à +3, on avait plus d'événements qu'inférieurs à -3, où là, on peut être plutôt rassurant puisqu'on a relativement peu d'événements. Et donc, on peut être rassurant par rapport aux familles sur le risque de survenue d'événements précoces chez ces patients. Chez les patients adultes, c'est principalement, en tout cas chez les patients suivis, comme dans cette cohorte de Bichat, des patients qui sont suivis, qui sont traités par bêta-bloquants et chez qui on limite certaines activités physiques et sportives intenses, et bien, finalement, les événements surviennent surtout après 50 mm de diamètre au niveau de l'aorte ascendante. À moins de 50 mm, on a des événements qui sont peu fréquents, 0,4%, donc a priori plus faible que le risque de la chirurgie aortique, ce qui explique les recommandations actuelles d'opérer dans la plupart des cas au-dessus de 50 mm chez ces patients. On voit quand même que les événements sont nettement plus fréquents au-dessus de 55 mm. Mais on a cherché à aller plus loin et faire des corrélations. On sait que dans les mutations FBN1, il y a des mutations très différentes, très diverses. On sait que aujourd'hui, on arrive à avoir une espérance de vie qui est proche de la normale chez ces patients, quand ils sont pris en charge de façon
en suivant les recommandations en termes de traitement, de recommandations par rapport au sport, de surveillance. Mais malgré tout, plus de la moitié, enfin au moins la moitié à 50 ans, vont avoir besoin d'une chirurgie ou vont disséquer. Et quand on regarde les différentes formes de mutations, ben les PTC, qui sont des mutations finalement qui codent pour un codon stop terminal et qui donnent une dégradation de l'ARN messager et une haploinsuffisance, sont plus sévères que les autres mutations dites inframes qui donnent des dominants négatifs et donc avec des événements qui sont plus précoces. Mais ce qui est plus intéressant peut-être, c'est que dans la fibrilline 1, on a beaucoup de cystéines et les cystéines font des ponts disulfure entre elles. Et en fait, la sévérité est d'autant plus importante qu'il y a une perte de cystéine dans la mutation. C'est-à-dire que les mutations avec ajout de cystéine sont de meilleurs pronostics que les mutations avec soustraction de cystéine. Et finalement, on arrive comme ça à préciser le pronostic en fonction de le type de mutation. Donc évidemment, le probant, le cas index sont plus graves parce qu'en général, ils n'ont pas été surveillés de façon selon les recommandations. Donc, ils ont des événements aortiques plus fréquents entre 40 ans et 80 ans. Les femmes sont plus à risque que les hommes, mais on a vu les PTC sont plus à risque que les autres mutations, mais les mutations avec, ici, ajout de cystéine, finalement, sont de meilleurs pronostics chez les apparentés, puisqu'on a pratiquement très peu d'événements, on n'a quasiment pas d'événements aortiques, ils ont des luxations du cristallin, mais ils n'ont pas d'événements aortiques. C'est intéressant parce que chez ces patients, donc avec une mutation avec ajout de cystéine, on pourrait peut-être être plus souple dans les recommandations, en particulier chez les bêta-bloquants, chez les jeunes, puisqu'on sait qu'il y a relativement peu d'événements aortiques dans leur survenue. Un syndrome de Leuze-10, on a des événements, on l'a vu, qui sont plus précoces, qui diffèrent un peu homme-femme dans la mutation TGA-bêta-R1 par rapport au TGA-bêta-R2. On voit que là, on a des événements chez des patients jeunes et des femmes notamment, autour de 40 mm. C'est souvent des femmes en fait, qui ne sont pas très grandes, qui sont assez syndromiques, en tout cas pour les signes faciaux dont on a parlé. Et du coup, les recommandations sont souvent de les prendre en charge plus précocement à 45 mm, pour certains avant 45 mm. Probablement, effectivement, elles ont des Z-scores qui sont quand même nettement plus élevés compte tenu de leur gabarit, qui sont plus proches de la normale que les Marfans classiques, et ce qui explique que ce sont des formes souvent quand même dites plus agressives, mais en réalité, c'est des femmes qui ont des surfaces corporelles qui sont probablement plus faibles et qui expliquent qu'elles dissèquent assez facilement dès 45 mm. D'autres éléments pronostiques sont les tortuosités. On sait que les patients qui ont plus de tortuosité vasculaire ou aortique, quand on mesure l'aorte verticale ou l'aorte déroulée, donc le rapport des deux, quand il est supérieur à 1,95, on a plus de risques d'événements et notamment de dissection aortique. Donc, les tortuosités sont un des éléments pronostiques et d'ailleurs, elles sont nettement plus fréquentes dans le syndrome de Leuze-10. Alors, quelle prévention? D'abord, évidemment, c'est les mesures de l'aorte, c'est faire des S-scores, notamment dans la famille des apparentés, enfin les apparentés des patients chez qui on trouve des dilatations aortiques, bien sûr les patients syndromiques, mais aussi les patients non syndromiques. Donc, il faut faire des Z-scores dans la famille. On a parfois des surprises avec des parents ou des enfants de patients que l'on voit qui ne paraissent pas syndromiques. Et donc, ça a été publié récemment, mais chez des patients dits jeunes, moins de 60 ans, voire plus de 60 ans s'ils n'ont pas d'athérosclérose ou d'hypertension, il faut faire des Z-scores sur l'aorte et rechercher des formes familiales, éventuellement faire de la génétique pour la recherche de formes syndromiques ou non syndromiques d'anévrisme aortique et les prendre en charge, puisqu'on sait que
sur les cohortes de dissection aortique, il y a eu récemment des publications pour les cohortes de Taïwan ou danoises qui montraient que chez les apparentés au premier degré, on avait des risques relatifs qui étaient relativement élevés, autour de 10 chez les apparentés au premier degré. Il faut pister ces patients, ce qui n'est pas tout à fait fait actuellement quand on interroge nos chirurgiens adultes. C'est rare qu'on nous réfère les patients eux-mêmes, mais encore moins les apparentés au premier degré, ce qui pourtant est aujourd'hui rentré dans les recommandations. Il faut les suivre, ces patients, il faut les voir tous les ans, sauf s'ils dilatent rapidement. Il faut faire au moins une fois dans l'enfance une IRM ou un scanner pour valider les diamètres aortiques, mais rechercher des anévrismes périphériques. Même chez les patients FB1, on a retrouvé 10% d'anévrismes périphériques. À l'âge adulte, on fait des IRM, voire des scanners tous les 3 à 5 ans, en particulier chez les patients opérés, qu'il faut revoir régulièrement par imagerie. C'est la prévention, c'est l'éducation thérapeutique à l'âge de transition, c'est les bêta-bloquants, c'est la vigilance par rapport au sport, c'est la vigilance par rapport aux grossesses. Je ne vais pas en parler précisément, mais on sait que les grossesses sont contre-indiquées au-dessus de 45 mm de diamètre aortique, avec une vigilance entre 40 et 45 mm, où on peut dissuader les patients de mener des grossesses, ou en tout cas, ils ont besoin d'être suivis au moins une fois par trimestre, et tous les mois à la fin de la grossesse et dans le mois qui suit l'accouchement, puisqu'on a des évolutions assez rapides de diamètre aortique, et plus on a de grossesse chez les patientes Marfan ou apparentées, plus on a des risques d'évolution de diamètre aortique. Il y a aujourd'hui 2 registres, un registre français et un registre européen, pour suivre les grossesses chez les patients avec pathologie vasculaire rare, syndrome de Marfan, apparenté et autres pathologies vasculaires. Alors, question des bêta-bloquants, ce sont des vieilles études que l'on suit, qui ont montré une diminution de la vitesse de la dilatation aortique chez les patients adultes comme enfants. C'est l'étude de Magali Ladouceur, c'est des patients d'en moyenne de 6 ans, où on voyait donc, en tout cas chez les patients adultes, moins d'événements. Chez les enfants, une vitesse de dilatation qui était plus faible. Et donc, c'est posé la question des artans, puisque chez la souris, on avait des résultats assez spectaculaires, mais chez les premières études, les études initiales, Marfan-Zartan en France et l'étude américaine au propos de plus de 600 patients étaient négatives, ne montraient pas d'intérêt particulier par rapport aux bêta-bloquants des artans. Et puis une étude anglaise à propos de 22 centres récentes publiées pendant le Covid, en fait, en 2020, dans Lancet, avait montré un bénéfice des artans par rapport à des contrôles. Et du coup, la méta-analyse qui a été faite et publiée récemment, en août 2022, était plutôt favorable aux artans, en tout cas à leur utilisation. Alors évidemment, on peut contester cette étude, même si elle a été publiée dans le Lancet, parce que pour une méta-analyse, on garde un nombre de patients qui reste assez limité. Quand on regarde l'étude anglaise, en réalité, le comparateur, 50% des patients étaient sous bêta-bloquants contre plus de 80% des patients dans l'étude française, donc probablement des patients qui n'étaient que partiellement bêta-bloqués, donc difficile de les comparer, ce d'autant que dans l'étude anglaise, on utilisait l'iberzartan et pas le losartan, donc un zartan un peu différent qui a probablement des propriétés pharmacodynamiques plus intéressantes avec une demi-vie plus longue, une meilleure biodisponibilité. En tout cas, les recommandations aujourd'hui américaines, en tout cas récentes, sont potentiellement d'utiliser au moins l'un ou l'autre à bonne dose, à dose maximale tolérée. Éventuellement, peut-être dans les formes les plus sévères, d'utiliser les deux en bithérapie. Donc, les artans, certains collègues, j'ai interrogé Bart Leutz en Belgique, il utilise les iberzartans à 2 mg par kilo et par jour plutôt que les bêta-bloquants. Évidemment, les artans n'ont pas été étudiés chez l'enfant et ont l'inconvénient de ne pas pouvoir être utilisés pendant les grossesses. Donc, en France, on est quand même resté sur l'utilisation aux doses maximales tolérées des bêta-bloquants. Et éventuellement, quand on a une aorte qui se dilate rapidement malgré les bêta-bloquants ou qu'on a une aorte d'emblée très dilatée, d'utiliser
les deux, donc avec évidemment là surtout un effet mécanique pour limiter la tension artérielle ou la fréquence cardiaque et limiter le stress sur une aorte fragilisée. Sur la question du sport, il était relativement frileux par rapport à l'activité physique et sportive, et des études faites chez la souris ont montré qu'une activité modérée d'endurance limitait plutôt la vitesse de dilatation aortique par rapport à des souris sédentaires au bout de 6 mois d'endurance. Et une autre étude a montré que finalement, pour une intensité modérée de 55%, 65% de la VO2, on avait aussi un effet favorable sur la dilatation aortique, au point qu'ils aient fait ce schéma qui donnait l'impression qu'en faisant de l'exercice modéré, de l'activité d'endurance modérée, on agissait directement sur la sécrétion de métalloprotéinase. Donc évidemment, on a probablement une action mécanique sur la paroi aortique en limitant la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Donc, on a aujourd'hui ces recommandations qui restent quand même restrictives chez le patient qui a une aorte dilatée à plus de 40 mm, avec un risque intermédiaire. On a un risque intermédiaire faible chez le patient qui a une aorte pas dilatée. On a un risque intermédiaire encore chez le patient qui a été opéré de l'aorte. Probablement, on est encore trop restrictif, et il faut probablement encourager l'activité physique et sportive d'endurance modérée en limitant l'activité, le sport à forte composante isométrique ou à forte intensité, plus de 70% de la VO2 chez ces patients. Enfin, la chirurgie prophylactique, et Olivier va en parler, donc il est recommandé chez le patient Marfan plus de 50 mm, chez le patient à risque, donc avec des facteurs de risque qui sont la dilatation rapide de l'aorte, plus de 3 mm ou 5 mm par an de l'aorte ascendante, ou les patients qui, dans leur famille, ont eu des dissections précoces pour des diamètres faibles, et dans le syndrome de Loeys ou apparenté à plus de 45 mm, et parfois même plus tôt, donc chez des patients qui ne sont pas très grands, notamment des femmes, on l'a vu, qui peuvent potentiellement disséquer précocement. Mais effectivement, on s'adapte maintenant bien à la génétique, parce qu'on sait que par rapport au nombre de mutations que l'on connaît, certaines sont plus agressives. Et donc, c'est important pour le généticien, enfin dans la discussion médico-chirurgicale, de considérer le type de mutation et son agressivité potentielle. Et donc, en conclusion, c'est important évidemment de référer les patients qui ont des signes de syndrome de Loeys ou de syndrome de Marfan, pour qu'on voit leur aorte, on fait des Z-scores et qu'on voit leur famille. Mais il faut aussi référer les patients qui ont une dissection aortique, même sans signe très évocateur de syndrome de Marfan ou apparenté. Et on parle des patients jeunes, mais vous voyez que dans les recommandations européennes de la filière Vassern, même des patients qui ont un Z-score à plus 3,5, qui sont hypertendus, on recommande de les voir entre 2,5 et 3,5 Z-score s'ils ne sont pas hypertendus, et chez l'enfant qui a un Z-score supérieur à plus 3, bien sûr quand il y a une histoire familiale. Et donc là aussi, c'est les recommandations américaines, il faut faire de la génétique chez des patients qui ont une dilatation aortique finalement à moins de 60 ans, ou qui ont des histoires familiales. Si on a des variants non significatifs, il faut quand même voir la famille. En tout cas, dans tous les cas, il faut facilement voir les apparentés aux parents au premier degré ou les patients à risque pour détecter des anévrismes périphériques. En attendant, finalement, probablement, on va découvrir de nouveaux gènes. J'étais en RCP là, avant cette visio où on discute principalement de patients qui n'ont pas de signes squelettiques ou qui n'ont pas de signes en faveur d'un syndrome de Marfan, mais chez qui on discute l'étude du génome entier quand il y a une histoire de dilatation aortique, notamment familiale. Voilà, je vous remercie.